Bienvenue sur Dialogue avec. Ça faisait un petit moment, mais je suis contente de vous voir et j'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous êtes connectés sur notre chaîne de Dialogue avec sur YouTube pour pouvoir suivre l'émission en direct. Ou sinon, il y aura une rediffusion un peu plus tard, mais bon, c'est mieux de se connecter en direct, comme ça on ne manque rien. Donc bonsoir à tous qui nous suivez en direct et j'ai avec moi le Père Jean-Pierre Bojoko qui est au Vatican. Bonsoir Père Jean-Pierre. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous suivent et heureux encore de te retrouver ce soir pour animer cette émission. Merci Patricia d'être là. Merci. Ce soir, nous n'avons pas un invité, mais nous en avons plusieurs. Trois invités assez spéciaux qui sont des analystes politiques. Abbé Alain-Joseph Lomanja, bonsoir. Bonsoir madame et bonsoir à tous les spectateurs et les auditeurs. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Oui, très bien, merci. Merci d'être là. Nous avons également Jean-Jacques Lumumba. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir maman Patricia et bonsoir père et bonsoir père Alain. Bonsoir Jean-Jacques. Jean-Jacques est un invité, un habitué, ça fait déjà, c'est la deuxième fois là. Donc c'est avec un grand plaisir que nous le recevons une deuxième fois. Oui, c'est la deuxième fois. Et nous avons également Maître Valérie Ntoali. Maître Valérie aussi est un habitué, mais plutôt des spaces, mais nous l'avons aussi réussi sur Dialogue avec, si je me souviens. Bonsoir Maître Ntoali. Je ne vous entends pas. Il a le problème de micro là. Maître Toile, il faut activer votre micro. On dirait que vous avez un souci de micro, maître. C'est chez lui, hein? Oui, ça doit être chez lui. D'accord. Bon, en attendant qu'il règle son problème de micro, on peut déjà commencer alors, je pense, hein. Oui, on va lancer la discussion. Bon, ce soir, nous aimerions parler un petit peu de l'accord de Washington qui a été signé le 4 décembre dernier, mais aussi de l'actualité en République démocratique du Congo. Il y a tellement de choses qui se passent en ce moment et je pense que c'est important d'échanger comme ça avec les citoyens et les citoyennes congolaises pour avoir les avis des uns et des autres. Alors, je vais commencer en lançant le débat, poser une question peut-être à Abbé Alain Joseph, le Manja. Alors, l'accord de Washington qui a été signé le 4 décembre dernier entre Kinshasa et Kigali, dans l'opinion publique, hein, est présenté comme vraiment une avancée diplomatique majeure. J'aimerais avoir un petit peu votre avis. Selon vous, quels sont les points forts de cet accord et aussi quels sont les points faibles, s'il y en a, selon vous? Merci. Merci beaucoup pour votre question. En fait, je n'ai pas partagé l'enthousiasme des grands publics sur l'accord signé à Washington ou entériné le 4 décembre à Washington parce que l'accord avait déjà été signé au mois de juin. J'ai eu plutôt l'impression qu'il s'agissait d'un accord qui exprimait les rapports de force sur le terrain et que ces rapports de force sont largement en défaveur du Congo pour l'instant et que nous n'avons pas fait preuve d'intelligence stratégique collective dans les négociations qui ont précédé la signature de cet accord-là. C'est vrai qu'il y a des éléments importants qui peuvent être retenus. Déjà, le fait que des États qui se font la guerre acceptent de se parler, c'est déjà quelque chose de très positif. Même si nous savons que les pourparlers peuvent devenir aussi faire partie intégrante des stratégies de la guerre, surtout quand on connaît l'histoire récente de la sous-région. Et on sait aussi que dans l'accord qui a été signé, quand on regarde de près toutes les dispositions de cet accord, on a l'impression qu'il y a eu un grand tournant qui a transformé l'agression du Congo en une question de sécurité pour un pays voisin. Parce qu'on n'a plus l'impression, en lisant l'accord, que c'est le Congo qui a été agressé. On a plutôt l'impression que c'est
le Congo qui agresse le Rwanda et qui menace sa sécurité. Et c'est ça qui est troublant pour moi. Si vous voulez qu'on entre dans les points de faiblesse, je pourrais continuer à relever ce que moi je constate comme une grande faiblesse de cet accord. Oui, c'est très. Je pense que c'est un peu. Bon, ça, c'est mon avis personnel. Je crois que ça a été fait à la hâte, mais bon, là, je ne vais pas donner mon avis personnel puisque je suis host. Je vais essayer de garder ça pour moi, mais bon, pour lancer la deuxième, le deuxième intervenant, Jean-Jacques, euh, selon toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu penses que vraiment on a fait ça trop à la hâte? Est-ce que c'est à l'avantage de la RDC de signer des accords maintenant avec Kigali? Ben, je crois que le père a lancé le débat et a posé le cadre de façon très, très méthodique. Moi, je me situerais du côté des États-Unis. On a très clairement l'impression d'avoir un négociateur qui a voulu se situer un tout petit peu de façon superficielle dans l'analyse de la situation. Je suis tout à fait d'accord avec le père quand il parle du rapport de force, mais c'est un accord qui est venu légitimer euh, la présence des FDLR au Congo et qui fait en sorte que la sécurité du Congo dépend de son acceptation ou pas à traquer les FDLR chez nous sans en évaluer la quantité, la présence sur le sol congolais. Mais très clairement, la question du M23 est confrontée à la question des FDLR. On évoque en filigrane l'aspect du fait que les Congolais doivent dialoguer pour résoudre cette crise, mais on évoque très peu le fait qu'il doit y avoir un autre dialogue de l'autre côté entre les FDLR et le gouvernement rwandais. Donc cette question a été vite ramenée à la seule RDC comme entre guillemets, qu'on considère comme fauteur de troubles, alors que nous savons tous que la situation n'est pas telle qu'elle. Je crois que c'est un accord malheureusement qui a souffert du fait que la RDC est dans un état difficile en ce moment. La guerre se vit chez nous et ceux qui ont négocié cet accord ont peut-être vite vu la paix et la protection des intérêts immédiats, mais sans se rendre compte des réalités futures auxquelles on pourrait être confronté avec un accord tel que signé à ce stade. Le micro peut-être. Hein. On ne vous attend pas, Patricia. En tout cas, je ne sais pas si les autres attendent Patricia. Moi, je ne l'attends pas. Non, pas du tout. On entend de très, très loin. Il y a un problème loin. de micro chez Patricia. En tout cas, là, je crois qu'elle va résoudre son problème de micro puisqu'on ne l'attend pas, justement. Et alors, merci pour votre façon d'interpréter ces accords, Jean-Jacques. Et peut-être, je ne sais pas si l'abbé Alain Joseph a quelque chose d'abord à partir de ce que vient de dire Jean-Jacques. Et comme ça, et on relance peut-être une question pour donner la parole à tous les intervenants. En attendant aussi que Maître Touali se joigne à nous, puisqu'il avait aussi les problèmes de micro. Je crois que ça va se résoudre. Maintenant aussi, notre présentatrice connaît les mêmes problèmes. Alors, est-ce que Abbé Alain Joseph, quelque chose à ajouter avant qu'on continue? Non, rien de particulier. Je partage totalement l'analyse de Jean-Jacques. Je suis aussi d'avis que le rôle du médiateur n'a pas été tout à fait clair. On a l'impression que c'est un médiateur qui a tendance à favoriser les rapports de force et à accorder priorité aux
aux partenaires qui sont en position de force. On voit la même chose entre Israël et la Palestine, la même chose aussi entre la Russie et l'Ukraine. J'ai l'impression que le Congo a été défavorisé par le médiateur. Oui, ok. Alors, on essaie un peu de vérifier si le micro de Patricia marche maintenant, puisque c'est elle qui dirige l'émission. Patricia, on voit seulement vos lèvres bouger, mais en tout cas, on ne vous attend pas. Il y a un problème là, hein, technique. Oui, oui. Alors, j'espère au moins que vous nous attendez, comme ça vous allez suivre le débat jusqu'à ce que le problème soit résolu. Alors, je vais lancer peut-être une autre question, hein, comme ça, en attendant que le problème puisse être résolu avec l'autre invité, donc Maître Touali, qui n'arrive pas à se joindre à nous. Et alors, c'est une question générale que je peux poser à vous deux qui êtes là. À peine que, disons, si on peut dire comme ça, l'encre hein, avec lequel on a signé l'accord n'était même pas encore sèche, et que tout d'un coup, le M23 lance une offensive sur Ouvira, même si certains disent que non, l'offensive était déjà en cours avant que les deux chefs de l'État, donc les présidents Tshisekedi et Kagame se rencontrent autour du président américain, et on voit qu'il y a cette offensive et la prise d'Ouvira. Est-ce que, selon vous, comme vous êtes là, ça révèle quelque chose de cette simultanéité de la signature, puisque bon, on parle de signature et on parle plutôt de fait que la signature était déjà signée avant, comme l'abbé Alain a dit, mais c'était pour entériner en fait ce qui était déjà là, mais il y avait quand même des accords économiques qui ont été signés donc entre les deux pays, d'abord le Rwanda et la République démocratique du Congo, mais aussi la République démocratique du Congo avec les États-Unis d'Amérique. Alors, cette simultanéité comme ça de la prise d'Ouvira, est-ce que c'était calculé ou bien qu'est-ce que vous pensez un peu selon vos analyses? On commence par Jean-Jacques. Voilà, merci Père pour la parole. Je pense que les affrontements n'ont jamais cessé entre le M23 soutenu par le Rwanda et je dirais même l'Ouganda et les forces gouvernementales soutenues par le Burundi, appuyées par les forces burundaises. Et très clairement, en faisant une lecture assez froide de la situation, la stratégie du Rwanda et du M23, c'était de mettre à l'écart, le président rwandais Paul Kagame l'a dit même lors de son intervention, il a évoqué clairement les appels qu'il a eus avec le président burundais. Et donc, ces inquiétudes reposaient dans le fait qu'il ne voulait plus que les Burundais continuent à soutenir les RDC et qu'ils aient comme base arrière Ouvira. Et même quand ils étaient allés aux États-Unis, on constatait que les affrontements continuaient et ça s'avançait vers Ouvira. Et donc, ils n'ont jamais cessé de se battre. Et je crois que c'est même là où je continue à insister sur le fait du caractère superficiel du négociateur que sont les Américains, parce que ils n'ont pas vu la suite des événements. Mais pour eux, c'est d'avoir un accord, d'avoir des photos, sans s'occuper du fait qu'il y a des populations civiles qui sont en train de mourir constamment et qu'il y a la guerre et les affrontements qui n'ont jamais cessé malgré les accords. On le voit même quand le président Tshisekedi et le président Kagame signent ces fameux accords, qu'il n'y a pas de confiance. Donc ça sous-entend et ça montre clairement la position qu'il y a sur le terrain. Donc, il n'y a pas de confiance entre les deux. Il n'y a pas de vraie organisation du cessez-le-feu et la mise en place des forces d'interposition. Et donc, tout est fait pour que les affrontements sur terrain continuent. Les mesures de confiance ne sont pas établies et malheureusement, la population et les populations civiles se trouvent exposées à tomber dans le champ de bataille. C'est la raison pour laquelle je parle vraiment de cette fragilité
des accords, parce que ce qui intéresse en réalité le négociateur, c'est les caméras, c'est le fait de dire qu'ils ont, en tant qu'Américains, terminé une guerre de plus de 30 ans, alors que c'est faux. On le voit très vite qu'après avoir signé l'accord, que les affrontements continuent, qu'Ouvira tombe. On continuera sans doute au cours de cette émission de parler des enjeux, du fait qu'il y a une pression pour que les combats puissent s'arrêter à Ouvira. Mais là encore, rien n'est gagné. Ce qui est assez triste et désolant, c'est que les populations civiles continuent à tomber et que de part et d'autre, c'est la géostratégie et la géopolitique qui jouent au détriment des vies humaines. OK. Alors, on vérifie un peu si le micro de Patricia fonctionne maintenant. Patricia? Ah oui, non, ça ne fonctionne pas encore. On voit toujours vos lèvres bouger, mais la voix ne sort pas. On va essayer de trouver une solution bientôt. Alors, Abbé Alain Joseph, quel est votre point de vue à cette question que j'ai posée, cette simultanéité de l'offensive pour prendre finalement Ouvira juste après ce qui s'est passé, disons, à Washington? Je crois personnellement qu'il s'agissait pour le Rwanda d'établir un rapport de force vis-à-vis de son autre voisin, le Burundi, parce que le Rwanda en avait marre que le Burundi puisse servir de canal par lequel l'armée congolaise pouvait être ravitaillée, et ils avaient besoin de bloquer le Burundi, de neutraliser un peu les troupes burundaises en RC. Ils ont réussi cela. Ouvira en lui n'a probablement pas été un objectif stratégique, mais couper le pont avec le Burundi en était un, et je pense que c'est ce qui était poursuivi. Et je ne suis même pas étonné que ça puisse continuer à faire, parce que rien ne dit que dans les chefs du président rwandais, il y a une volonté de cessation des hostilités, et rien dans l'accord ne donne des mécanismes contraignants du respect d'un cessez-le-feu hypothétique dans le cadre des accords qui ont été signés. Donc, ce n'est pas surprenant que ça se passe comme ça, et on devrait peut-être s'attendre à d'autres, entre guillemets, surprises dans les jours qui vont suivre, parce que ceux-là même qui prétendent se retirer d'Ouvira sont en train de progresser sur d'autres terrains. Et on ne sait pas exactement quelle est leur volonté, qu'est-ce qu'ils recherchent. Oui, alors peut-être avant de continuer, je voudrais un peu quand même savoir, si je fais un pas en arrière, est-ce qu'il y a des points forts pour ces accords d'abord, et puis aussi les points faibles? Un des points faibles, c'est ce que vous évoquez là, ces guerres qui continuent, les rapports de force, ainsi de suite. Mais est-ce qu'on peut d'abord, un peu pour ceux qui nous suivent, et puis même pour l'analyse que nous faisons ici, montrer un peu les points forts et les points faibles de ces accords, si on peut dire comme ça. On peut commencer par vous, Abbé Alain Joseph. Les points forts d'abord et les points faibles de ces accords pour qu'on voit avant de continuer. L'idée même que pour des pays voisins, augmenter les possibilités de travail ensemble, de projets d'intérêt commun, des échanges économiques intensifiés, peut contribuer à renouer les liens de la coopération et donc de la paix. L'idée même qui est contenue dans l'accord est une idée positive qui, dans une certaine mesure, peut consolider. Vous voyez, par exemple, l'Union européenne a été conçue sur un modèle qui pensait que la coopération économique pouvait favoriser une paix durable. Et c'est cette même idée qui est à la base de l'accord qui a été signé entre le Congo et le Rwanda. Donc, c'est quelque chose de positif. On a évoqué aussi dans ces accords de projets d'intérêt commun, comme l'exploitation du gaz méthane et d'autres projets. Et c'est des éléments, des connecteurs, comme on dit dans le domaine de l'édification de la paix,
qui peuvent favoriser la cohabitation pacifique des populations et des États. Donc, dans l'ensemble, quand on prend la philosophie globale des accords, on pourrait dire que la coopération économique, même si théoriquement, on a constaté qu'il n'est pas évident qu'une simple coopération économique ralentisse les conflits armés, mais elle peut contribuer à les conflits ou à les ralentir. Dans une certaine mesure, voilà moi ce que je vois comme élément fort de cet accord-là. Par contre, il y a eu une réaffirmation théorique de l'intégrité territoriale de chaque pays, même si sur ce point, on voit que, par exemple, l'accord signé entre le Congo et le Rwanda fait de l'intégrité de la lutte contre le FDLR la condition du respect de l'intégrité territoriale de la RDC. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait incompréhensible. Alors, si je peux passer au point faible, ou vous pensez qu'on peut d'abord parler des points forts? Je crois que de toute façon, vous pouvez directement passer même dans les deux aspects, Oui, comme oui. ça on gagne en temps. Oui. Oui, maintenant, moi, j'ai noté quelques éléments comme point faible. D'abord, dans cet accord-là, à aucun endroit, le Rwanda n'est mentionné comme agresseur de la RDC. On ne mentionne pas le Rwanda comme agresseur et le texte de l'accord adopte même la rhétorique rwandaise de mesures défensives. On ne dit aucun mot sur les morts consécutives à l'agression du Congo par le Rwanda et on ne parle même pas des pillages et des ressources, des pillages et des ressources de la RDC. Un deuxième élément qui me surprend dans cet accord, c'est que en partant du contexte de l'agression de la RDC, l'accord fait des FDLR le problème numéro un. C'est le problème qui conditionne tout, qui permet d'évaluer tous les autres engagements. Et donc, sans l'extermination ou la neutralisation des FDLR, aucun engagement ne peut tenir. Or, le contexte immédiat qui a conduit à la signature de cet accord, c'est le contexte de l'agression. On peut dire que le Rwanda a réussi un coup diplomatique en faisant de FDLR la question principale des accords, alors qu'il n'en est pas le cas au départ. Et on a même l'impression que c'est comme si c'était écrit à Kigali, cet accord-là. Donc, la première étape de tous les engagements, c'est la neutralisation des FDLR. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, là, on arrive même à conditionner, parce que si vous prenez l'accord pair et que vous le regardez au point 1, là où on parle du respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, ce qui suit, c'est quoi? Des engagements de force, des mesures défensives du Rwanda. Les partis qu'on vient de mettre en œuvre le plan harmonisé de neutralisation des FDLR, c'est ça qui commence. Donc, notre intégrité territoriale n'est respectée que si on commence par neutraliser les FDLR. Et c'est en ce moment-là qu'on va parler du désengagement des mesures défensives du Rwanda. Donc, je trouve que c'est quand même une rhétorique qui ne permet pas de regarder les vrais problèmes en face. Et un troisième problème qu'on peut souligner, c'est on semble vouloir stabiliser les fonds à l'intérieur du Congo. Si vous regardez par exemple, quand le Rwanda dit, bon, les Rwandais, je veux dire, les M23 disent qu'ils vont se retirer d'Ouvira, mais c'est pour aller où? Ils restent à l'intérieur du Congo. Les Rwandais dont les troupes sont attestées à Ouvira, ils vont se retirer d'Ouvira pour aller où? Pour rester à l'intérieur du Congo. Donc la stabilisation des fonds, parce qu'on évite les actes hostiles sur les lignes de front, ça se fait à l'intérieur du Congo. Et donc, on va aller dans la durée, dans cette situation, nous allons nous retrouver en 2026-2027 avec des troupes rwandaises au Congo. Et ça, ce n'est pas pour le bonheur des Congolais. J'avais déjà parlé de l'absence de mécanismes contraignants pour faire respecter le cessez-le-feu, mais je voudrais aussi souligner le fait qu'il y a comme une déconnexion totale du Rwanda vis-à-vis du M23. Donc, le M23 devient une entité
indépendante qui n'a rien à voir avec les Rwandais. Alors qu'on sait que avant les menaces de Paul Kagame, le M23 n'existait pas. C'est au moment où Paul Kagame décide d'attaquer le Congo qu'on voit émerger le M23. Et donc maintenant, c'est l'État congolais qui négocie avec le Rwanda à Washington et avec cette entité dite M23 à Doha, mais en général pour les intérêts du Rwanda. Ouais. Ok. Bon, Patricia est revenue. Je crois que la voix passe. Maintenant, elle peut continuer à diriger le En tout débat. cas, j'espère que vous m'entendez. Oui, oui, là maintenant ça va. J'ai dû changer d'appareil. J'ai changé d'appareil. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec l'autre, mais bon, c'est pas grave. J'ai manqué un petit bout de la conversation. On va continuer alors. Oui. Alors, Patricia, en attendant que tu reviennes, j'ai essayé un peu de diriger disons, le débat. Et j'avais demandé un peu à nos deux invités, puisqu'il y a le troisième qui a aussi des problèmes avec sa connexion en France, quand même. OK. Alors, j'ai posé la question pour qu'ils nous disent un peu, en attendant ton retour, qu'ils nous parlent un peu de points forts et des points faibles de ces accords. Et voilà, D'accord. on a suivi l'abbé Alain Joseph. Maintenant, on va écouter d'abord on va écouter aussi Jean-Jacques. Comme ça, alors, tu prends les rênes de l'émission. Pas de problème. OK. Merci. Jean-Jacques. Jean-Jacques, c'est à vous, je pense. Quels sont les points forts et les zones d'ombre pour vous? Voilà, je pense que parmi les points faibles, le père l'a si bien déclaré, c'est vraiment ce côté où la responsabilité a été tournée vers le Congo. On a certainement des choses qu'on pourrait reprocher au Congo, mais je crois que c'est peut-être pas celui d'avoir entretenu cette crise des dernières années, parce qu'en RDC, les gouvernements ont changé. Les dynamiques ont changé, mais la rhétorique du Rwanda sur sa sécurité est restée la même. Mais je crois que s'il y a des points forts que je pourrais souligner à cet accord, c'est cette reconnaissance diplomatique de la crise à l'est de la RDC et le début de l'identification des responsables, même si je trouve qu'elle est encore à ce stade partiel, parce qu'on ne fait allusion qu'aux acteurs Rwanda et République démocratique du Congo, mais je pense qu'il faut aller au-delà de ces acteurs-là que sont le Rwanda, la RDC, le M23, parce que vous avez les Ougandais qui interviennent aussi au Congo, vous avez les ADF et plusieurs groupes armés qui sont identifiés, qui sont instrumentalisés quelquefois par les pays voisins et aussi par certains acteurs à l'intérieur de la RDC. Moi, je pense que pour moi, cet accord parlant de la crise à l'est de la RDC devait être un accord un peu plus global sur l'aspect sécuritaire du Congo. Sa faiblesse relève aussi de sa partialité de la prise en compte de la réalité de la crise, parce que parmi les causes profondes de cette crise, c'est cette instabilité des 30 dernières années qui est partie du génocide des Tutsis au Rwanda et dont la déstabilisation s'ensuit jusqu'à aujourd'hui et dont le Congo paye les vrais pots cassés de ce génocide. Je crois qu'il faut, à un moment donné, essayer de faire une situation. Il fallait que cet accord soit le début de quelque chose qui pose le cadre sur la résolution globale de la crise sécuritaire dans tout l'est de la RDC. Parce que si on résout ce qui se passe à Goma, à Bukavu et aujourd'hui à Uvira, ce sera bien, mais ça ne résoudra pas ce pourquoi les Ougandais interviennent directement sur notre territoire. Je crois qu'il faudrait qu'à un moment donné, la résolution soit globale et qu'entre Congolais, nous restions aussi résoudre nos problèmes. Mais cela doit être fait de façon globale, comme je l'ai dit, et voir dans quelle mesure les autres peuvent venir nous aider à nous redresser, à stabiliser la sécurité de toute cette partie, parce qu'on peut bien résoudre ce qui se passe entre le M23, le Rwanda et le gouvernement congolais, sans pour autant voir ce qui se passe en Ituri et à Beni, où les tueries ou les massacres, de fois, dépassent en nombre
de ce qui se passe à Goma et à Bukavu. Donc, la faiblesse de cet accord, c'est d'avoir un tout petit peu été un accord partiel qui a fermé les yeux sur beaucoup de choses. Mais ce qui est vrai et bon, c'est qu'on reconnaît aujourd'hui qu'il y a eu des millions de morts en République démocratique du Congo ces 30 dernières années. Absolument, absolument. En lisant l'accord comme ça, l'accord de paix, on a souvent l'impression, on a le sentiment en tout cas qu'il manque tout un pan de la problématique du Congo à cet accord et c'est réduit juste à deux belligérants, donc le Congo et le Rwanda. Donc ça ne peut pas régler la situation de crise puisque c'est comme si on réglait, comme vous avez dit, Jean-Jacques, comme tu viens de dire très justement, c'est comme si on réglait en fait juste une partie de la problématique et puis l'autre partie, elle est laissée pour plus tard. Et je pense qu'ici, avec les États-Unis, l'implication de Washington, etc., c'était pour nous l'occasion en fait d'aller dans les causes profondes, comme on aime bien dire. C'était pour nous l'occasion d'aller dans les causes profondes, mais bon. Je pense qu'on va encore continuer assez longtemps. Je vais continuer. Est-ce qu'on a retrouvé notre troisième invité, Maître Toili est là? En tout cas, il a des sérieux problèmes de connexion, même en France, ils ont des sérieux problèmes de connexion. Ok. Et on le voyait apparaître et puis il disparaissait. D'accord. Ouais. Ok. Donc, Abel Omanja, on a vu dans la communauté internationale, notamment les États-Unis, l'Union européenne sont très impliqués, sont très engagés, en tout cas pour la paix en RDC. Mais on voit, comme vous venez de le dire très justement avec Jean-Jacques aussi, que en tout cas leur marge de manœuvre, les leviers sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour amener cette paix, en tout cas nous aider à aller vers la paix, sont très réduits. Qu'est-ce que vous pensez que ces institutions-là, cette communauté internationale-là pourrait faire de plus pour que la paix vraiment puisse être quelque chose de concret pour nous? Je pense qu'on a considéré l'implication des États-Unis, par exemple, comme étant l'une des forces parce qu'on a dit que les États-Unis étaient une grande puissance et que de les voir s'impliquer dans la crise du Congo, c'était une bonne chose et ça pouvait contribuer à ramener rapidement la paix. Mais j'ai la faiblesse de croire que c'est à la fois une force et une faiblesse. Une force, évidemment, parce que les pressions des États-Unis portent, on a vu les pressions sur Uvira et nous avons entendu des déclarations allant dans le sens d'un retrait des troupes rwandaises et du M23 de cette ville-là de la RDC. Mais en même temps, il faut connaître nos partenaires avec lesquels nous dialoguons. Les États-Unis de Trump, ce n'est pas forcément une constance dans l'engagement diplomatique. Il se peut que dans 2 jours, 3 jours, une autre priorité éclate ailleurs et le Congo ne sera qu'un souvenir. Et à partir du moment où le médiateur crie partout avoir déjà résolu la crise du Congo, le conflit entre le Rwanda et le Congo, c'est qu'il ne voit plus ce qu'il doit faire. Il croit avoir tout fait déjà à l'avance, ce qui n'est pas vrai parce que la réalité sur le terrain est autre. Mais je ne crois pas que, contrairement à ce que vous avez insinué, je ne pense pas que les marges de manœuvre de ces puissances sont limitées. Parce que l'une des questions majeures de ces conflits, c'est entre autres les minerais stratégiques. Je ne dis pas que c'est l'unique question. Donc, les minerais stratégiques. Et on sait quelles sont les grandes puissances qui sont impliquées dans la révolution industrielle, écologique que nous sommes en train d'expérimenter maintenant. Et donc, ils ont les moyens de faire contrôler leur chaîne d'approvisionnement en ces minerais stratégiques. On ne peut pas comme ça du jour au lendemain, au-dessus de tout le monde, on sait que le Rwanda, par exemple, n'a pas de coltan, même s'il prétend l'avoir. Mais vous voyez que des tonnes et des tonnes de coltan sortent du Rwanda. Ça ne peut pas être normal. Et ça ne peut pas coïncider avec l'occupation de Rubaya.
Donc, ils ont les moyens de faire pression, mais ils n'ont pas toujours la volonté politique de faire des pressions. D'accord, oui, je vois, exactement. Tout à l'heure, quand je parlais des leviers, effectivement, bon, surtout les États-Unis, je pense que leur marge de manœuvre, si on avait une entité comme la Chine, un pays comme la Chine qui était impliqué dans ce processus de paix, j'aurais compris qu'on dise que oui, les questions, l'importance qu'est la paix au Congo pour eux est très élevée. Mais les États-Unis, jusqu'à maintenant, bon, par rapport à la Chine, par exemple, sur les questions des minerais, ils ont un pourcentage très faible hein, de commercialisation avec le Congo. Mais bon, peut-être que je ne maîtrise pas très bien la question, mais je vais continuer avec Jean-Jacques. Jean-Jacques, qu'est-ce que tu penses des marges de manœuvre on va parler par exemple de l'Union européenne, puisque toi tu es en Europe et tu connais assez bien cette partie du monde. Qu'est-ce que l'Union européenne pourrait faire pour nous assister un peu plus que ce qu'ils font déjà maintenant? Euh, moi, je continuerai à dire ce que je dis souvent, que ce soit en privé ou en public. La question de la sécurité interne de la RDC ne concerne que la République démocratique du Congo, les dirigeants congolais, la société civile congolaise et les forces de défense de sécurité de la République démocratique du Congo. Les autres, il faut vraiment qu'on se regarde en face en tant que Congolais et que j'emploie un peu des mots un peu qui peuvent paraître durs pour certains et vulgaires pour d'autres. Les autres n'ont rien n'a ciré de la réalité sécuritaire de la RDC. Ça peut paraître cruel comme point de vue, mais c'est ça la vérité. C'est à Mhm, nous, dans quelques temps de répit que nous avons, de nous organiser, d'être de plus en plus sérieux, de prendre la mesure du danger de la disparition que court notre pays. Et ce n'est qu'à ce moment-là que les autres verront notre bonne foi et viendront nous aider. Aujourd'hui, les autres, si le Congo doit être démantelé, moi je l'entends de plus en plus dans plusieurs salons privés, dans plusieurs sphères, si le Congo doit être démantelé, ça ne dérangera personne. Parce que pour beaucoup, ils commencent à se dire que ce pays est grand, s'il doit être géré de façon différente du nord au sud, de l'est à l'ouest, ça ne fera qu'arranger le monde. Parce que ce qui intéresse ce monde finalement, c'est nos mhm, minerais stratégiques, mais ce n'est pas les hommes qui se trouvent dans ces continents-là. La logique a toujours été la même depuis 1885 et elle restera la même si en tant que Congolais, nous ne prenons pas conscience. Et les premiers responsables de cette situation, c'est nous, Congolais, c'est nos gouvernants, parce que c'est mhm, eux qui parlent à notre nom, c'est eux qui partent défendre les intérêts des Congolais, c'est à eux de mieux les défendre et de faire des bonnes alliances. Parce que si aujourd'hui les gens continuent à mourir à l'est du pays, vous avez vu qu'il a suffi d'un simple coup de fil, d'une simple pression venant des États-Unis pour que le mhm, 1,23 dise qu'ils s'arrêtent et qu'ils ne progresseront plus et qu'ils vont se retirer d'Ouvira. mhm, Qu'est-ce qui a empêché à ce que cette même pression arrive quand Goma devait tomber, quand Bunagana devait tomber? Donc les autres ne regardent que leurs intérêts. Et demain, si la réalité politique des États-Unis fait qu'ils doivent regarder ailleurs, ils vont regarder ailleurs et nous continuerons à mhm, mourir. Et mhm, c'est à nous de nous organiser, c'est à nous de prendre la responsabilité du danger, c'est d'être de plus en plus unis. Je crois que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est ça, c'est mhm, cette unité et ceux qui gouvernent ne créent pas suffisamment l'unité pour montrer à tous les Congolais et de les impliquer en leur disant que la situation est extrêmement grave et que chacun d'entre nous doit s'impliquer pour sauvegarder le peu de ceux qui restent pour le Congo. Je n'ai jamais été un grand fan de Laurent Désiré Kabila, mais je mhm, crois que la recette magique qu'il avait en 98 pour galvaniser les Congolais autour de lui sur la question de la crise congolaise manque encore aujourd'hui. Ce n'est qu'une partie du Congo qui se met ensemble pour réaliser la difficulté de ce que nous traversons. Et malheureusement, les choses sont en train d'être gérées dans des camps politiques. Si on est de tel camp, on voit les choses autrement, on a un tel discours. Si on est de tel autre camp, on voit les choses autrement.
C'est vraiment aux hommes politiques et surtout, là, je m'attelle surtout sur ceux qui dirigent, de dépolitiser le débat. Le débat aujourd'hui sur la crise à l'est de la RDC n'est pas politique. Ce n'est pas un débat de changement de la Constitution, de pérennisation du pouvoir. Tous ces débats-là doivent être mis de côté pour sauver d'abord le Congo. Et ce n'est qu'en ce moment-là que ceux qui peuvent nous aider vont réellement nous aider et pèseront de tout leur poids pour qu'on trouve une solution définitive à cette crise. Mais si, part et d'autre, des hommes politiques, que ce soit les opposants ou ceux qui sont au pouvoir, trouvent en cette crise une façon de se pérenniser au pouvoir ou de jouer un intérêt quelconque politique, je pense que les autres, les puissances occidentales, Chine, États-Unis et Europe, trouveront un moyen de se dire que bon, ce n'est qu'un débat politique. Et c'est ce qui rend, qui légitime en réalité le 1-23 parce que quand on le prend sous un prisme politique, ça fait en sorte qu'on se dit que ceux qui se battent pour des intérêts politiques. Et donc le 1-23, qui a pris les armes, même s'ils savent que c'est pas légal de prendre des armes, a le droit parce que c'est une crise politique. Alors que nous le savons tous, cette crise n'est pas politique, elle n'est d'abord pas politique, c'est une crise existentielle. Merci, merci Jean-Jacques. Une crise existentielle, exactement. Moi aussi, je partage en tout cas cet avis. Abel Omanja, donc dans ce contexte, en fait, comme vient de dire Jean-Jacques, de crise politique, crise sécuritaire, crise sociale, comment est-ce que vous pensez que l'État congolais peut restaurer cette confiance-là avec sa population, notamment la population de l'Est aussi, qui est maintenant entre les deux parce qu'elle est sous occupation et de l'autre côté, il y a Kinshasa et les autres parties du pays qui sont toujours sous la gestion de l'État. Et qu'est-ce que vous pourriez dire à propos de ça? Quelle est votre recommandation pour l'État, pour remettre en tout cas cette confiance dans la population? Je crois que nous devons avoir le courage de regarder la réalité en face. Depuis 2019, nous sommes en train d'assister à une forme de sectarisation de l'État congolais. La réalité, c'est que l'État ou les animateurs des institutions n'ont plus une vision globale des défis qui concernent l'État et le pays en tant que tel. Mais on est en présence d'un camp politique qui cherche à se maintenir au pouvoir. Et si vous regardez, d'ailleurs, je suis très content d'entendre Jean-Jacques souligner cet aspect-là. C'est-à-dire que l'État congolais est en train de jouer double jeu dans les conflits actuels. En même temps que le pays est menacé de disparition par la crise sécuritaire actuelle, on voit aussi que les calculs politiciens de survie du régime sont en train de prendre parfois les décisions. Vous voyez par exemple combien de fois on revient sur le débat sur le changement de la Constitution. Depuis vu dans les accords de partenariat stratégique signés avec les États-Unis, on demande à la RDC de revoir sa loi et notamment sa Constitution dans les 12 mois suivant la signature de l'accord. Bon, évidemment, dans l'accord, c'est pour donner des avantages fiscaux pour permettre aux entreprises d'intervenir. Mais en réalité, notre État est capable de profiter d'une telle révision de la Constitution pour faire passer ses points de vue et ce qui se fait depuis des mois déjà. Et donc, on a l'impression que nos autorités ne prennent pas encore la mesure du danger qui menace le pays. Parce que s'ils avaient pris conscience de ces dangers-là, on n'aurait pas beaucoup traîné comme ça pour mobiliser les forces vives dans un dialogue national qui permettrait de sauvegarder l'intégrité territoriale du pays. Mais là, j'ai l'impression que c'est plus des logiques de camps qui interviennent. Si on veut vraiment sauver ce pays, il faut dépasser les logiques des camps, que ce soit les camps politiques ou les camps d'appartenance tribale, pour aller vers un regard neuf sur l'État congolais et sur la nation congolaise. Merci beaucoup, Abel Omanja. Alors,
Je pense que nous avons maintenant Maître Ntoali qui est là. Valérie, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bonsoir. Et puis, je m'excuse pour tous les retards liés aux problèmes techniques. C'était beaucoup plus la connexion. Mais Oui, là, j'ai trouvé des petites solutions, je pense. ça va, ça va. Ben, alors, on va vous poser la prochaine question. Alors, tout justement pour rebondir un peu sur ce que vient de dire Abel Omanja par rapport à ce contexte de crise sécuritaire, mais aussi crise politique et sociale. Euh, euh, Abel Omanja a mentionné le dialogue national. Quel est votre avis sur le dialogue national? Est-ce que vous pensez que c'est encore quelque chose sur lequel le pays peut s'appuyer aujourd'hui? Oui, en tout cas, merci pour la question. Je remercie les autres intervenants, Lumumba et l'abbé, en tout cas. Je n'ai pas suivi l'autre partie de leurs interventions, mais la question a son sens, en quelque sorte. Pourquoi? Parce que, bien sûr, euh, les crises politiques en soi sont inhérentes globalement à chaque État. Et normalement, chaque État a sa tradition de règlement des crises politiques. Donc, on ne peut pas sortir d'un cadre bien déterminé pour être assez évasif. Et donc, la tradition congolaise, c'est que le dialogue fait partie de la culture congolaise de règlement des crises. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas s'obstiner à ne pas ouvrir la porte au dialogue. Parce que depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, toutes les crises que le Congo a connues, le dialogue a toujours été à la rescousse, en tout cas pour arriver à des solutions de paix. Pourquoi? Parce que nous sommes un État fragile. Et donc, on n'a jamais construit un État solide jusque-là. Même Mobutu, qui se prenait l'homme le plus fort dans les années 90, était obligé d'organiser la conférence nationale souveraine. Et donc, ça signifie effectivement que Tshisekedi aujourd'hui, qui est d'ailleurs, en tout cas, ce qu'il est, c'est le fruit du dialogue. Il n'a jamais gagné les élections. Ce sont des tractations qui se sont passées entre les acteurs pour qu'ils soient là, en quelque sorte. Et donc, c'est aussi bien que ça soit un dialogue contrasté, mais ça a été un dialogue hors les normes normalement constitutionnelles et électorales. Et donc, ça ne devrait pas normalement être l'acteur qui s'obstine à ne pas ouvrir la porte au dialogue. Parce que moi, je ne vois pas l'inconvénient de dialoguer. Parce que même aujourd'hui, les Ukrainiens qui sont dans une guerre d'intensité, ils ne ferment pas la porte au dialogue avec les Russes. Ils se sont rencontrés plusieurs fois. Et aujourd'hui, ils sont encore une fois sur la table avec les Russes. Et moi, je ne vois pas quel est le sens d'accepter le dialogue avec les M23 et de refuser un dialogue inclusif, au fait. C'est contradictoire à la fois. Et ça n'a aucun sens. Et je pense qu'on devrait par contre être responsable des responsabilités qu'on a en tant que chef d'État, en tant que chef de l'État, en tant que garant de la nation, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions. Et donc, je ne vois pas comment c'est légitime d'avoir un dialogue avec ceux qui décident de prendre les armes pour déstabiliser les institutions et de refuser les dialogues avec les autres qui sont dans l'opposition non armée. Au fait, c'est bête, au fait, c'est incompréhensible en soi. Et c'est, je ne sais pas, ceux qui nous observent de l'extérieur, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme observation? Dialoguer avec les M23, mais refuser de dialoguer avec la société civile, refuser de dialoguer avec l'opposition non armée. Donc, c'est ça, au fait, moi, au fait, je suis un peu surpris de l'attitude du pouvoir dans ce sens-là. Je pense qu'il y a un intérêt, un impératif d'ouvrir les dialogues, parce que même les accords qui ont été signés, c'est une logique de dialogue. On ne les a pas signés sans avoir discuté avec les Rwandais, sans avoir discuté avec les États-Unis, ainsi de suite. En fait, on ne peut pas faire une chose et son contraire et penser résoudre un problème. Je pense qu'il faut, en tout cas, je ne sais pas, moi, ça me dépasse à un certain moment quand je réfléchis par rapport à la crise qui concerne notre pays actuellement. Je me limite un peu là en attendant. Merci, Maître Ntoali, merci. Je pense que nous sommes un peu tous dans la même situation. On dort et puis on se réveille avec des choses qui nous dépassent et on se demande d'où ça vient, tout ça. Mais bon, on essaye toujours de rester le plus positif possible, de trouver des solutions. Abel Omanja, est-ce que, comme vous venez de parler du dialogue, vous avez mentionné
le dialogue comme une sorte de solution, en fait, une porte à ouvrir. Comment est-ce que vous, en tant que, en fait, comment les acteurs de la société civile et les leaders religieux et les personnalités engagées, les personnalités politiques peuvent peser sur le processus de paix avec ce dialogue-là et les accords officiels et absolus? D'abord, si vous permettez, j'entends souvent dans le débat public congolais la question selon laquelle comment est-ce qu'on va arrêter la guerre du Rwanda avec le dialogue interne au Congolais. J'ai l'impression que les gens ne font pas une analyse suffisante des causes de l'insécurité et des conflits récurrents dans notre pays. Mais l'idée de base, d'après ce que j'ai pu comprendre de la proposition, par exemple, des églises catholiques et méthodistes, l'idée de base, c'est de se dire, en tant que nation, nous sommes passés, nous traversons plusieurs crises. Il y a la crise de la légitimité qui continue toujours, même si les gens veulent fermer les yeux sur cet aspect des choses-là. On sait comment les élections de 2018 se sont passées. On sait que pour la première fois, on a eu des élections pendant 7 jours, jour et nuit, sans contrôle machine à voter. On a eu des élections à domicile. Et en ce moment-là, tout ce que nous avons observé là, il y a des gens qui veulent croire que c'était tout à fait normal et que ceux qui ont été déclarés élus l'ont été de la manière la plus parfaite possible, comme si nous n'étions pas sur le terrain pour voir ce qui s'est passé. Donc, il y a une réelle crise de légitimité. On sait que les gens sont davantage nommés que élus. On sait aussi qu'il y a un sérieux problème de gouvernance dans la gestion des ressources du pays, notamment les ressources minières. Il y a des frustrations qui naissent en voyant, par exemple, que les soldats, par exemple, de la garde républicaine se retrouvent dans les carrés miniers, au Katanga ou ailleurs. On ne sait pas ce qu'ils font là-bas. Ils veillent sur, alors qu'on sait que les acteurs politiques ne sont pas censés être impliqués dans les questions de l'exploitation des ressources minières et autres. Les questions de gouvernance qui se posent à nous et qui font que, et puis même sur le plan militaire, ce que nous sommes en train de vivre, c'est un échec collectif. C'est-à-dire, si nous sommes amenés à courir le monde entier aujourd'hui pour solliciter qu'on vienne nous aider, c'est parce que nous sommes incapables de faire face à un petit pays comme le Rwanda. Qu'est-ce qui justifie cet échec collectif-là, cet échec militaire? C'est parce que nous avons des sérieux problèmes. Mais pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas nous asseoir pour regarder entre nous qu'est-ce qui nous rend si faibles par rapport à nos voisins? Qu'est-ce qui fait que chaque voisin a de l'emprise sur nous et veut nous arracher peut-être un morceau de territoire? Donc, toutes ces questions-là sont des questions importantes qui demandent un dialogue franc et sincère entre les Congolais et qui permettront de trouver des solutions stratégiques dans nos rapports avec les autres. Alors, comment peser sur la crise? C'est effectivement par ce que nous pouvons apporter sur la table comme solution au problème. Vous avez les gens du M23 qui reviennent toujours avec les mêmes allégations. La non-reconnaissance de telles catégories de citoyens congolais. Mais ces questions-là peuvent être abordées au dialogue et être solutionnées sans qu'on soit amené à prendre des armes. Donc, le gouvernement aurait gagné en enlevant même des prétextes que le Rwanda utilise en organisant ce dialogue-là, mais j'ai l'impression que... Merci. Merci, Abel Manja. Jean-Jacques, qu'est-ce que tu penses de la question du dialogue national inclusif? Ben, je pense que la question du dialogue national inclusif aujourd'hui, on le voit si bien, dépend de la capacité de ceux qui nous dirigent à avoir une petite dose d'humilité et à reconnaître que la situation est tellement difficile et chaotique que ça appelle à toutes les forces qui veulent de la poursuite et de la continuité
d'un Congo uni, fort et surtout développé à se mettre ensemble. Il faudrait que ceux qui dirigent le Congo aujourd'hui évitent de dire que parce que tel ou tel n'a pas condamné le Rwanda, qu'il est foncièrement un élément à mettre de côté par rapport au dialogue. Vous savez, si cette rébellion n'avance pas, et ça j'aimerais vraiment avoir un discours de franchise, hein, si cette rébellion n'avance pas et s'ils ont du mal à atteindre des grandes proportions, c'est parce que foncièrement, les Congolais, dans leur plus grande majorité, ne vont pas et n'accepteront pas et n'acceptent pas que d'autres Congolais soutenus et appuyés par les Rwandais viennent renverser le régime à Kinshasa, même si beaucoup ne sont pas d'accord dans les agissements et dans la gouvernance qui se trouve à Kinshasa. Et donc, le soutien des Congolais est déjà là. Et donc, il est du devoir de ceux qui gouvernent, parce que c'est eux qui peuvent aujourd'hui appeler tout le monde à la table de négociation, parce qu'ils tiennent l'effectivité du pouvoir, d'avoir un peu plus d'humilité, vraiment beaucoup d'humilité, pour appeler tous ceux qui peuvent être des acteurs d'unité et d'unification et de la consolidation de l'unité nationale à s'asseoir autour d'une table pour résoudre et finalement solutionner cette crise qui n'a que tant duré. Et donc, c'est de la responsabilité des gouvernants, parce que on le voit si bien, hein, le jour où le président Tshisekedi et son gouvernement diront qu'ils ouvrent la voie au dialogue, ça, il n'y aura plus d'obstacle pour que les Congolais se mettent ensemble. Maintenant, pour moi, si je dois donner un avis, le dialogue en lui-même n'est pas la solution à la crise de façon totale. C'est toute l'attitude de la part de ceux qui nous gouvernent qui peuvent galvaniser l'unité des Congolais pour trouver finalement une solution à la crise et à faire bloc face à toutes les velléités des pays voisins contre la République démocratique du Congo. Il faut avoir les bons hommes aux bons endroits et savoir utiliser les intelligences de ce pays pour faire face à la velléité de nos voisins. Moi, je continue à le dire, le Congo ne manque pas d'hommes intelligents. Le Congo ne manque pas d'hommes compétents. Les hommes compétents, il y en a. Mais est-ce que ces hommes compétents sont bien utilisés? Est-ce que ceux qui gouvernent font en sorte de résoudre cette crise qui est systémique, au fait? Parce qu'on le voit, même les hommes les plus intelligents, quelquefois, quand ils accèdent à des fonctions, à des responsabilités publiques, ils arrivent à faire les mêmes erreurs. Donc, ceux qui dirigent ou ceux qui ont la gouvernance du pays doivent se poser la question, est-ce que le système en lui-même permet aux intelligences du Congo d'être productifs et profitables pour l'intérêt de ce pays? Il y a énormément de choses à résoudre. Il y a une dynamique nouvelle qu'il faudrait créer pour enfin résoudre cette crise. Le dialogue sera l'élément consolidateur de la solution, mais ce ne sera pas la solution en soi. Il y a énormément de choses qui doivent être mises sur la table. C'est la raison pour laquelle j'ai soutenu l'approche des évêques qui parlent d'un dialogue au niveau national et régional, parce qu'il y a des choses qui doivent être discutées au niveau régional, qui ne doivent pas être vues qu'avec le Rwanda tout seul, mais avec le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi et d'autres pays qui nous entourent, parce qu'ils ont des intérêts divergents. Aujourd'hui, on voit très clairement que le Rwanda peut très facilement s'affronter avec le Burundi. Donc, il y a une autre dimension de la crise qui nous échappe. Donc, il faut résoudre ce problème entre Congolais, oui. Il faut que nous soyons aidés par ceux qui sont réellement les amis du Congo, mais il faudrait qu'à un autre niveau, la région ou les pays de la région discutent aussi avec le Congo, entre autres, pour pouvoir trouver une solution globale et définitive entre Congolais, mais une solution globale et définitive dans la région. Et là, nous aurons un début de solution, parce qu'il ne faudrait pas qu'à chaque fois, le Burundais dise qu'il y a des rebelles qui peuvent être armés par les Rwandais qui peuvent nous attaquer, qu'il n'y ait pas de Rwandais qui disent qu'il y a les FDLR qui, dans une certaine mesure, sont soutenus par tel ou tel autre pays qui menace notre sécurité. Si on ne voit pas les choses comme ça, si on ne résout pas les choses de cette façon, aujourd'hui, nous sommes en porte-à-faux avec le Rwanda, demain, nous serons en porte-à-faux avec le Burundi ou l'Ouganda. Nous l'avons déjà été en 94, 96, 95 et 98. Cela peut se répéter, parce que si les autres constatent que nous avons une certaine fragilité, ils profiteront de nos faiblesses pour continuer à nous enfoncer et utiliseront les fils du pays pour pouvoir justifier n'importe quelle action subversive
nocive à l'intégrité territoriale et à l'avancement de la RDC. Ouais, merci beaucoup Jean-Jacques. Bonsoir, professeur Alfred. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien. En tout cas, moi, je vous entends. Bon, c'est parfait, je suis désolé. Il y a eu des petits soucis avec... ça, c'est le PC de l'université, alors on a été piraté. Et donc, Voilà. voilà, Ok. il a fallu remettre les choses en place. Et puis après, quand ça s'est remis en place, le temps d'arriver sur WhatsApp, il a fallu relancer. Et donc, voilà, je suis vraiment désolé. Hein. Pas de problème. Merci d'être là. Merci d'être là. C'est très Bonsoir, gentil. Alfred. Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à l'abbé Lomandja, bonsoir à Lumumba, bonsoir Antoali. Bonsoir, Très prof. heureux de vous retrouver. Hein. Merci. C'est un grand plaisir aussi de te retrouver après tant de mois. Hein. C'est vrai. J'ai une petite question pour Maître Valérie. Maître Valérie, est-ce qu'il m'entend? Il est là? Oui, Oui, ok. je vous entends. Oui. Merci. Ok. Bon, comme Jean-Jacques a parlé du pacte social de la CENCO et ECC et du dialogue régional, j'aimerais un petit peu avoir votre avis sur ces ateliers de réflexion. Je ne sais pas si vous avez eu le temps, en tout cas, de voir la feuille de route de ce pacte social. Il s'agissait d'avoir des ateliers de réflexion en amont du dialogue pour discuter tout justement des différents problèmes, des différentes situations, des variables qui causent en tout cas les crises, notamment la gouvernance, l'absence de l'État, les questions de terre, plusieurs questions comme ça. Il y a toute une liste de problématiques qui vont devoir être abordées. Comment est-ce que vous voyez ça en fait? Est-ce que vous pensez que les Congolais peuvent être inclus en fait dans cette dynamique-là de réflexion sur les solutions et les recommandations sur la crise, plutôt que d'avoir juste, comme on a un petit peu d'habitude, les schémas de dialogue où on a les politiciens qui discutent et puis ensuite il y a des arrangements entre eux et puis la vie continue. Ensuite, c'est ça, la vie continue comme elle est. Et puis, quelques années plus tard, nous retombons encore dans une autre crise sécuritaire. Oui, c'est une question intéressante parce que, bon, elle fait allusion à l'approche choisie normalement par la CENCO. Je pense que c'est en fonction beaucoup plus de l'histoire passée et des autres dialogues qui se sont passés. Et je pense que c'est assez intéressant d'ailleurs de penser à des solutions beaucoup plus au niveau le plus bas. Ça signifie intégrer les couches sociales, en tout cas dans les solutions à trouver, et ne pas uniquement se limiter au niveau des solutions d'en haut ou qui nous viennent d'en haut globalement, souvent des organisations internationales, Conseil de sécurité, Union africaine, ainsi de suite. Donc, il faut associer les couches sociales. C'est très, très important pour effectivement savoir, parce que ce sont ces couches-là qui vivent les conflits. Ce n'est pas le premier ministre souminois qui vit les conflits au Kivu. Ce n'est pas elle qui se bat au Kivu, c'est d'autres personnes, c'est les Wazalendo, c'est les M23, ce sont les femmes victimes là-bas, des jeunes, des familles, ainsi de suite, qui vivent ces conflits. Ce n'est même pas le président de la République, parce que ça arrive à Kinshasa, ils vont s'enfuir rapidement, on l'a vu avec Mobutu. Donc, il faut faire participer ces gens-là qui vivent au quotidien ces conflits, et qui sont confrontés à ces conflits-là et qui connaissent en tout cas la conséquence de ces conflits et les causes de ces conflits en quelque sorte, bien que globalement, les conflits congolais a ces problèmes d'être régionalisés. Et donc, ça signifie, comme l'a dit Lumumba, il ne faudrait pas se limiter au niveau national, mais il faudrait voir des solutions au niveau régional aussi. Mais les grands soucis à ce niveau de la régionalisation, c'est que ça a été pensé plusieurs fois. C'est le cas d'ailleurs de l'accord d'Addis Abeba, qui a intégré beaucoup de pays de la sous-région pour essayer de régler la crise, en quelque sorte. Mais on a vu que ça n'a pas apporté en soi de fruits. Pourquoi? Parce que de la solution du conflit congolais, du conflit interne congolais,
On ne peut pas trouver la solution aux conflits régionaux. Ça, c'est une aberration totale. Je le démontre dans mes travaux de recherche. Ça signifie effectivement que si on doit résoudre les conflits congolais, il faudrait que les conflits rwandais soient résolus aussi à leur niveau à l'interne. Il faudrait que les conflits ougandais soient résolus à leur niveau à l'interne. Il faudrait que les conflits burundais soient résolus à leur niveau à l'interne. Et donc, maintenant, au niveau régional, on peut penser à des solutions de paix qui peuvent s'intégrer dans le cadre des organisations d'intégration régionale. Mais c'est totalement une aberration de penser qu'en réglant les conflits congolais, on va régler les conflits burundais. C'est une aberration. Ça a été le cas plusieurs fois, d'ailleurs, pour le cas du Congo, l'accord global inclusif. On a pensé qu'en résolvant ces conflits congolais, on allait résoudre les conflits de la sous-région, mais ça n'a pas marché. On s'est retrouvé devant le même défi. Et donc, au niveau interne congolais, il y a une obligation, effectivement, de faire participer les couches sociales. Et ça, c'est ça même l'essence de la société civile. Mais il faut voir maintenant qui représente cette société civile-là, parce qu'elle est totalement politisée aussi. Le problème est que cette société civile qui va représenter ces couches sociales est déjà totalement politisée. Donc, il faudrait, en tout cas, identifier autrement les membres qui sont neutres au sein de la société civile, qui n'ont pas une politisation, qui n'ont pas de parti pris et qui vont aller représenter les couches sociales qui ne sont pas, en tout cas, des parties prenantes au conflit. Ça, c'est très, très important. Parce qu'on connaît aujourd'hui la configuration de la société civile congolaise. Certains sont pro-opposition, les autres sont pro-régime. Et donc, il faudrait sortir de ces cadres-là pour avoir des vrais représentants qui portent la parole du peuple, des gens qui sont vraiment concernés et qui vont exprimer leurs desiderata et la manière dont ils voudraient que les conflits soient résolus. Mais cela n'exclut pas qu'au niveau régional, pour chaque pays, qu'on exige aussi des solutions à l'interne. En tout cas, moi, je ne suis pas partant de ceux qui pensent qu'en résolvant les conflits congolais, on va résoudre les conflits rwandais. La question du FDLR ne finira jamais si, et seulement si, au niveau rwandais, on n'a pas un processus de règlement des différends à l'interne. La même chose pour les Ougandais avec les ADF et leurs conglomérats de rebelles aussi de l'autre côté. La même chose pour les Burundais, les FNL et les autres. Donc c'est ça, en tout cas, mon point de vue. Merci beaucoup, Maître Ntwali. Ce serait intéressant de lire vos travaux de recherche. Je vais vous envoyer un message plus tard pour discuter par rapport à ça. Mais sur la question de la société civile, je suis vraiment curieuse de savoir comment est-ce que vous faites la part entre les deux. Parce que je pense que tout le monde a un biais. Surtout dans la sphère congolaise, on est tous un peu soit tendance opposition, soit tendance parti au pouvoir, mais bon. C'est encore une autre question. Oui, c'est intéressant. C'est intéressant. En tout cas, je vous communiquerai mes travaux. Je vous inviterai aussi à la soutenance des thèses, d'ailleurs, si vous serez disponible. Mais entre-temps, par rapport au contexte congolais, c'est que, bon, si la société civile s'est largement politisée, c'est à cause de l'irresponsabilité des leaders politiques. Pourquoi? Parce que, bien sûr, dans l'impossibilité d'être de vrais chefs d'État, de vrais hommes d'État, effectivement, ils sous-traitent les sociétés civiles. Ceux qui ont du mal à se faire élire, effectivement, ils passent par les sociétés civiles. Bahati Lukwebo a été le premier, la Sosiko, il est passé. L'AFDC est le fruit de la société civile du Congo, la Sosiko. Il y en a plusieurs partis, hein, les Numbi qui ont créé les MCR et consorts, ce sont des partis qui viennent des sociétés civiles. Ce n'est pas interdit en quelque sorte. Mais dès que vous vous classez, vous sortez de la logique des sociétés civiles, parce qu'une société civile ne doit pas avoir, en tout cas, des aliénations politiques par rapport au positionnement de ceux qui revendiquent le pouvoir politique. Il faudrait vraiment qu'on sorte de ces billets-là, sinon on ne trouvera pas de solution. On va rester dans la case de départ où les sociétés civiles deviennent des cases de résonance des partis politiques et des regroupements politiques au sein de l'espace politique. Merci beaucoup. Abbé Lomanja, vous êtes un leader religieux. Est-ce que vous avez un commentaire par rapport à ça, la société civile? Bon, moi, je voudrais peut-être qu'on se comprenne sur les concepts que nous utilisons. Moi, je plaide pour une société civile très engagée en politique. Et ici, il faut le dire, politisée. Pas une société civile qui croit en une forme de neutralité molle qui signifie parfois non-engagement public ou les questions d'intérêt public.
Donc, pour moi, la politisation ou l'engagement de la société civile en politique est quelque chose de très important. Mais de quelle politique s'agit-il? Il n'est pas d'un engagement partisan. Je n'entre pas en tant que prêtre dans une forme de politique partisane qui veut que je sois encarté dans tel ou tel parti. Non, c'est pas ça l'objectif. Seulement, il faut faire attention à une réalité. C'est que nous vivons à l'ère des réseaux sociaux. Et avec les réseaux sociaux, il y a le phénomène de la polarisation des opinions. Il suffit que vous preniez un point de vue pour qu'on vous associe à ceux qui pensent de cette manière-là. Par exemple, si vous dites aujourd'hui, il n'est pas bon qu'on parle des changements de la Constitution pendant que le pays est en guerre. On va carrément vous dire que vous êtes proche de l'opposition, que vous êtes contre le président de la République. Mais ça, c'est des logiques de polarisation qui veulent bloquer le débat public tout simplement parce qu'on doit s'aligner derrière tel ou tel camp. Donc, je serais vraiment très préoccupé sur la question de la politisation de la société civile. D'accord. Merci beaucoup, Babé. Père Jean-Pierre, je vous donne la parole. Oui, puisque j'ai parlé trop aujourd'hui, mais je comprends que je te laisse la direction. Merci. Mais c'est aussi un thème qui me passionne, donc c'est pour ça que j'ai pris le devant. Je comprends. Alors, avant de donner quand même la parole aussi à notre Alfred, qui nous revient quand même, il faut lui donner la parole, puisqu'il peut aussi poser des questions à nos invités. Nous tenons compte aussi de nos téléspectateurs, puisque nous travaillons pour eux. Il y a Moins Sakala qui pose deux questions. D'abord, je vais afficher. D'abord, à l'abbé Alain Joseph, pensez-vous que les accords de Washington consacrent la sagesse de Salomon ou la RDC représente la maman biologique de l'enfant qui préfère que l'enfant ne soit pas coupé? Voilà. Ça, c'est la question destinée à l'abbé Lomanja. Et puis, alors, le même Moins Sakala, il pose la question, cette fois-ci, à Maître Étoile et à Jean-Jacques. Comment amener le peuple à soutenir le pouvoir de Kinshasa lorsque ce pouvoir n'inspire pas confiance? Voilà. Alors, on commence donc à répondre à ces questions et puis après, on va donner la parole à notre ami Alfred. Et entre-temps, il y a un autre téléspectateur qui nous envoie juste à tous ceux qui sont là. Bonsoir la famille. Et donc, Story Time, c'est bon, il va se reconnaître. Il a envoyé la salutation à tout le monde. Alors, la parole à l'abbé Alain Joseph pour répondre à notre téléspectateur Moins Sakala. Je suis impressionné par la réflexion, la comparaison qui parle d'un récit biblique. Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle-là, mais je reconnais, c'est assez imagé. L'intervenant a beaucoup réfléchi. Mais je ne dirais pas tout à fait que nous sommes dans un tel contexte, d'autant plus que quand on parle des accords de Washington, il y en a plusieurs, il n'y a pas qu'un seul accord, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, par exemple, on n'a pas beaucoup parlé de l'accord stratégique entre les États-Unis et la RDC. Or, cet accord, on sait qu'il donne un accès privilégié aux minéraux stratégiques de la RDC, aux entreprises et aux individus américains ainsi qu'à tous ceux qui sont leurs alliés. Et que quelque part, la RDC se retrouve dans un rôle plutôt, je ne sais pas, de partage de sa souveraineté avec un État étranger parce qu'on est même amené à faire rapport à l'ambassadeur des États-Unis, faire rapport sur nos politiques d'exportation de nos minéraux pour qu'eux nous donnent leurs avis. Je me dis quelque part, il y a quelque chose qui cloche. Je ne sais pas si c'est vraiment, on a laissé seulement l'enfant à l'autre femme. Je crois qu'on est allé même à... On risque d'arracher même une jambe à l'enfant. C'est vraiment dommage.
Voilà, il y a Merci à peut-être vous. une autre question, je crois que c'était adressé encore comment la À deuxième. Jean-Jacques. Oui, bien Jean-Jacques, je crois. Hein. Oui, oui. Et à Maître Toile, évidemment, je repasse la question. Hein. Maître Toile et à Lumumba, comment amener le peuple à soutenir le pouvoir de Kinshasa lorsque ce pouvoir n'inspire pas confiance? Voilà. Je ne vois plus Jean-Jacques, peut-être qu'il va revenir. Alors, sinon, Maître Toile, hein, la question est adressée à vous deux. Hein. Oui, oui. Maître Toile et Lumumba, comment amener le pouvoir à soutenir disons, le peuple, hein, Comment la population? de Kinshasa lorsque ce pouvoir ne suit pas confiance. C'est la question de Moussakala. Rapidement, hein, comme ça, on va donner la parole à Alfred et le temps Allô? aussi commence à nous faire défaut. On commence alors par Jean-Jacques. Voilà, je crois que j'aimerais répondre à notre téléspectateur. Je l'ai déjà dit un tout petit peu au début. Il faudrait beaucoup d'humilité de la part de ceux qui dirigent, parce que la question congolaise n'est pas une question politique. Et Mhm. de plus en plus que les dirigeants congolais actuels politiseront la question, il y aura de moins en moins de soutien. C'est une question qui dépasse la sphère ou le prisme de la politique. C'est dans un cadre existentiel parce qu'aujourd'hui, le Congo peut disparaître et tous ceux qui ont des avantages, hein, peut-être que si le Congo n'existe plus dans l'état actuel parce qu'ils ont le pouvoir, ils continueront à garder leurs avantages. Mais si on continue à mener cette crise et à la présenter comme une crise politique, on n'aura pas l'adhésion de tout le monde. Il faut dépasser Absolument. le côté politique et arriver à montrer ce côté existentiel de cette crise. Parce qu'il ne s'agit pas des intérêts de Tshisekedi, des intérêts de Fayoulou, de Katumbi ou des autres, que sais-je, mais il s'agit des intérêts de tous les Congolais et surtout des Congolais qui sont aujourd'hui dans les zones occupées par l'AFCM 23. Il s'agit de notre existence à nous tous. Il s'agit de l'existence de ce Congo pour lequel les pères de l'indépendance se sont battus. Il s'agit de ce Congo pour lequel, le 4 janvier 59, les gens ont versé leur sang pour notre liberté. Et si on ne voit pas les choses de cette façon-là, alors les gouvernants actuels n'arriveront pas à galvaniser et avoir le soutien de tout un peuple. Le peuple, on le dirige, et Laurent Désiré Kabila, s'il ne faut donner que son exemple, n'avait pas la légitimité nécessaire pour pouvoir galvaniser le peuple comme il l'a fait. Mais aujourd'hui, il faut vraiment dépasser le cap et les intérêts partisans, politiques, pour pouvoir avoir tout le monde derrière le Congo. Ce ne sera d'abord pas derrière le président de la République, même si c'est lui qui représente l'intégrité territoriale et le Congo aujourd'hui, mais ce sera derrière le Congo et les intérêts des Congolais. Absolument. Merci Jean-Jacques. Maître Ntoali. Oui, merci en tout cas pour la question qui est assez intéressante parce que bon, elle touche en soi les fonds du problème. Parce qu'aujourd'hui, on peut retourner la question à notre auditeur. À qui faire confiance aujourd'hui au Congo? Est-ce que c'est au pouvoir? Est-ce que c'est à l'opposition? Est-ce que c'est aux rébellions, aux différents mouvements rebelles? Donc, il y a un problème sérieux d'hommes et de responsabilités. En tout cas, que ce soit au niveau du pouvoir, que ce soit au niveau de l'opposition non armée, que ce soit au niveau de l'opposition armée, donc le M23 et les autres groupes rebelles, je ne vois pas qui mérite la confiance du peuple aujourd'hui. Parmi ces conglomérats que moi je qualifie d'aventuriers, sans aucune exception, que ce soit le pouvoir, que ce soit l'opposition non armée, que ce soit l'opposition armée, tous ont échoué. Qu'est-ce qui nous a amené à la guerre aujourd'hui? C'est carrément, ce ne sont pas des problèmes, des questions d'État. Ce sont des questions d'individus, ce sont des problèmes privés qui nous amènent à ces conflits aujourd'hui. Un problème entre Félix Tshisekedi et celui qui lui a donné le pouvoir, un problème entre Félix Tshisekedi et celui qui a proclamé son pouvoir, et on est à ce niveau où nous sommes aujourd'hui. Donc, je pense
que les acteurs politiques congolais ont totalement échoué dans leur ensemble. Et il faut une remise en question. Je peux dire en quelque sorte que le peuple est totalement abandonné et qu'aujourd'hui, le peuple congolais fonctionne comme un peuple orphelin de leaders, d'acteurs politiques. Parce qu'on a des acteurs politiques irresponsables. Sinon, on ne serait pas là où on est aujourd'hui. On n'aurait pas autant de morts aujourd'hui si on avait des acteurs sérieux, responsables. En tout cas, non. On ne serait pas là aujourd'hui. Et donc, on n'est pas dans un problème d'État. Le conflit que nous avons, c'est un conflit d'individus. Et c'est ce qui fait qu'on est dans l'impossibilité du dialogue. Pourquoi Tshisekedi refuse de dialoguer avec ceux qui sont dans les Sauvons le Congo et dans ceux qui sont dans les M23? C'est parce qu'ils ont des clauses individuelles qui n'ont rien à voir avec l'État congolais. Et qui fait en quelque sorte qu'ils ont du mal à se parler. Parce qu'ils se disent, tu m'as dribblé, moi je vais te montrer. Mais quel État on peut gérer dans ces contextes-là? Vous voyez l'irresponsabilité des acteurs politiques qui nous gouvernent aujourd'hui. Moi, ce que je peux appeler, ce que je peux demander à ces peuples aujourd'hui, c'est, en tout cas, dès qu'il y aura l'opportunité, il faut mettre toute cette classe politique en congé. Parce que ce sont des gens qui ont totalement échoué. Donc, on n'a pas besoin d'une seconde chance, il faut les mettre en congé. Et penser à une nouvelle classe politique. Ils ont totalement échoué. Personne, parmi eux n'inspire confiance. En tout cas, c'est ma position. Mais je reviens ou je rejoins Lumumba sur la question de l'existentiel. Parce qu'on est en face, en soi, d'un conflit à la fois interne et international d'agression. Et ça signifie qu'on est sur base des problèmes entre individus en train de perdre le Congo. Ça signifie que la question existentielle se pose aujourd'hui. Mais, au fait, comment se saisir de cette question si en soi, les personnes qui sont appelées à galvaniser ces peuples-là sont rongées par des divisions personnelles qui sont liées à des intérêts mesquins qui n'ont rien à voir avec l'intérêt général du peuple congolais? Moi, je suis totalement déçu. Voilà, merci. Si peut-être on peut aller maintenant vite pour ne pas abuser aussi du temps de nos invités. Peut-être nous n'avons pas les mêmes heures pour dormir et nous dormons trop tard. On ne peut pas confondre avec. Je sais que Abbé Alain Joseph, c'est quelqu'un qui dort très tôt, qui se réveille très tôt aussi. Je le remarque quand il réagit à mes messages à 4 h du matin, à 5 h, j'ai dit waouh. Bon, on va aller vite là. On donnera d'abord la parole à Alfred, notre ami professeur, et puis peut-être qu'il a des questions à poser à nos invités d'aujourd'hui. Et puis on va faire le dernier tour avant de clôturer. Oui. Peut-être que le professeur Shango pourrait, au lieu de poser des questions, puisque le temps nous échappe, pourrait commenter sur la dernière question de l'intervenant, sur la question de à qui faire confiance aujourd'hui au Congo. Je dis ça, bon, c'est juste une proposition. Oui. Bon, on voit un peu, là, comme on est en démocratie, on voit, puisque je connais bien Alfred, il faut d'abord lui laisser la parole, peut-être il va suivre ta proposition. Alfred. Oui, non, mais d'abord, merci de toutes les interventions qui mettent en lumière justement ce qui fait problème dans notre pays. Moi, je relève au moins 4 choses. Il y a la crise politique et la crise du politique chez nous. Il y a la crise économique, il y a la crise sociale, il y a la crise morale et où on ne sait plus où situer le bien et le mal. Et puis, crise éthique qui fait que les politiciens n'arrivent pas à dialoguer ou à se parler, ou même quand ils se parlent, au lieu de mettre en avant l'intérêt suprême, l'intérêt supérieur du Congo, mettent en avant leur survie politique personnelle, ce qui nous amène justement à la situation actuelle. Je pense que le peuple congolais doit aussi prendre sa part de responsabilité dans la crise immense, la méga crise que notre pays traverse, parce que c'est le peuple qui élit tous ses dirigeants. C'est lui qui leur fait confiance, mais en retour, il n'y a pas cette confiance.
Et donc, il est le peuple congolais soumis aux caprices, aux aléas de l'action politique de nos dirigeants, et on voit où ça nous mène. Ça, c'est une première observation. Par conséquent, on l'a dit, de toute façon, quoi qu'il arrive, pour régler une crise, la voie qui demeure, c'est la voie du dialogue. C'est la voie de la discussion. C'est la voie de la négociation où, mais justement, on met de côté ses égos et on met en avant, on privilégie l'intérêt supérieur de la nation. Et cet intérêt supérieur de la nation, c'est que cette nation doit exister en tant que telle. Pour qu'elle existe en tant que telle, il faut que ceux qui sont chargés justement de la diriger aient cette capacité morale, cette capacité éthique de dépassement de leur propre petite personne, de leurs égaux. Sans cela, on ne s'en sortira pas. Non pas négociation ou dialogue sous le format de ce qui s'était passé à Sun City où en 2009, 2012, etc., entre politiciens ou, pour le dire plus durement encore, entre politiciens RD congolais pour s'arranger, faire des arrangements, des combinations pour rester au pouvoir ou se partager le pouvoir. Mais effectivement, je pense que l'initiative qui avait été prise d'associer la population à l'appropriation des enjeux justement du dialogue que la SYNCO et les CC proposent, que aille jusqu'au bout et puis que ce soit adopté par nos politiciens, sans exclusive. L'autre point, c'est effectivement celui de la société civile. Bien sûr, la société civile souffre des mêmes maux que la classe politique congolaise, mais ça, c'est depuis 1960. Malheureusement, l'histoire se répète. C'est-à-dire le gouvernement du ventre, comme disait à une certaine époque Jean-Loup Hamzel ou Jean-Pierre Chrétien. La gouvernementalité du ventre. Mais les gens y vont à la mangeoire, disait à l'époque le professeur Mampouya. Les gens y vont à la mangeoire. Et chacun veut avoir sa part. Ce qui dévoie justement l'action de cette société civile qui aurait pu être une action décisive dans l'interpellation de nos dirigeants politiques. L'autre point, c'est par rapport à la région, puisque vous avez dit qu'il y a cette régionalisation, mais quand on regarde attentivement, la régionalisation vient exclusivement d'un voisin, le Rwanda, et de Paul Kagame, il faut le nommer. Depuis qu'il a pris le pouvoir, qu'il a chassé Pasteur Bizimungu, Faustin Twagiramungu, il n'a eu de cesse que de défendre deux idées. La sécurité du Rwanda, et cette sécurité, si elle peut passer par la neutralisation de l'Est de la RD Congo, il le ferait. 3, qu'on se souvienne de ses propos au moment où il y a eu, je pense, la première guerre ou la seconde guerre du Congo. Si les Congolais ne sont pas capables de exploiter leurs minerais comme il se doit, le Rwanda ne va pas s'en priver. Donc il y a cet intérêt double économique et de conquête ou d'impérialisme sous le prétexte des FDLR. Mais les FDLR, personne n'ose le dire. Il y a une bonne partie qui est rentrée au Rwanda, qui est à Kigali. Quand le M23 a pris Goma, il avait remis 1500 FDLR au Rwanda.
Et j'ai un ami qui me dit toujours ceci. Mais les Congolais sont très naïfs. Les FDLR, quand ils rentrent au Rwanda, Kagame les recycle et les renvoie en RD Congo. Et donc, ça fait un cycle sans fin pour la conquête des minerais. Donc, pour faire court, tant que la RD Congo, confondue dans son ensemble, n'aura pas pris conscience de cet enjeu-là, la déstabilisation se poursuivra. Les accords de Washington ou de Doha, etc., ne peuvent se concrétiser que s'il y a la bonne volonté des protagonistes, s'il y a la confiance et s'il y a surtout l'humilité de se dire que, tous les dirigeants qui sont là, ils passeront, les pays resteront. Et tant qu'on n'aura pas saisi cela, les accords resteront lettre morte. Et donc, pour ma part, ce que je vois, c'est que les peuples, les pays ont les dirigeants qu'ils méritent, hélas. Mais dans toute action qu'on engage, il ne faut point voir les hommes qui occupent les institutions que l'institution et puis au-delà de l'institution, le pays. Si nous continuons justement à faire une focalisation sur les personnes, nous passerons toujours à côté du vrai problème qui accable notre pays aujourd'hui. Donc voilà ce que je peux dire rapidement sur cette question. Mais justement, peut-on faire confiance ou non? Le problème est ailleurs. Le problème est de dire ce sont des dirigeants que nous nous sommes donnés dans les conditions que nous connaissons. Et donc, ce n'est pas pour eux qu'on fait confiance, mais on fait confiance pour l'intérêt supérieur du Congo. Absolument. Merci beaucoup, professeur Shango. Je vais maintenant faire un petit tour pour donner en tout cas le dernier mot à chacun, mais vraiment brièvement sur, en tout cas, ce que vous avez pensé de cette discussion. Et si vous avez un dernier mot, par exemple, vraiment pour ceux qui nous regardent, un dernier conseil, ce serait très agréable de vous entendre. Donc, on va commencer par Abel Omanja. Alors moi, mon dernier mot, c'est de dire le Congo est en danger et c'est le moment de développer notre intelligence stratégique pour sauver la nation et le pays de ces dangers existentiels qui a été évoqué tout au long de ces échanges. Et merci à vous pour l'invitation et pour ce moment de partage. Merci Abel Omanja. Jean-Jacques? Je vais vous remercier infiniment d'avoir organisé ce débat. Je pense que le seul mot, c'est cet appel à la paix, à l'unité et à la réinvention du Congo et des Congolais. Il est plus qu'important aujourd'hui de se construire une force stratégique, militaire, politique, financière pour faire face à beaucoup de velléités et surtout si nous tenons à ce que ce Congo continue à rester dans la forme ou dans les formes que cela nous a été, tel que cela nous a été légué lors de l'indépendance de ce pays. Je crois que nous courons plus que jamais le risque de notre disparition et il est du devoir de tous les Congolais, à commencer par ceux qui nous dirigent, de mobiliser les Congolais de partout dans le monde pour que ce pays ne disparaisse pas. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Maître Valérie? Oui, en tout cas, je vous remercie dans la même lignée que les collègues, tout ça. Et donc, ce qu'il faut dire comme dernier mot, je pense qu'il faut vraiment un dépassement au niveau de nos acteurs politiques, toutes tendances confondues, pouvoir opposition non armée, opposition armée, pour effectivement sauver ce qu'on peut encore sauver. Parce que ces peuples a longtemps été sacrifiés. Je pense que nous en avons assez. Ce n'est pas vraiment intéressant de continuer à être sacrifié sur base des intérêts personnels des individus.
qui devraient normalement jouer le rôle des responsables et des gens qui devaient participer au développement de ces pays. Et donc, en tout cas, à mon niveau, je pense qu'il faut qu'au niveau du pouvoir, on se dépasse, qu'au niveau de l'opposition non armée, on se dépasse, qu'au niveau de l'opposition armée, on se dépasse, et qu'au niveau de la société civile, on s'engage effectivement sans alignement pour défendre la cause de cette population longtemps martyrisée et arriver à des solutions durables. Entre-temps, effectivement, il faudra qu'on soit clair avec ceux qui s'engagent comme médiateurs dans la crise congolaise et de les amener effectivement à comprendre que les conflits congolais ou sa résolution ne constituera pas la résolution des conflits régionaux. Ça, c'est la bêtise qui a été répétée plusieurs fois et s'est répétée encore une fois à Washington. Et donc, on pense qu'en réglant la question entre les Congo et les Rwandais, en signant des accords, bien sûr, intégration régionale, et ainsi de suite, oui, l'intégration régionale peut apaiser les conflits, mais ça ne règle pas les conflits rwandais, ça ne questionne même pas ces conflits. Et donc, ces conflits restent dans sa globalité. Et donc, ça va renaître dans quelques jours, encore une fois, parce que déjà, les acteurs ne se font pas confiance. Et donc, il faut qu'au niveau congolais, on exige en tout cas qu'il y ait aussi des processus au sein des pays régionaux qui sont concernés, impliqués dans ces conflits, qui règlent aussi les conflits aussi à l'interne. Et là, on pourrait avoir une solution au sein de la région des Grands Lacs qui va participer au développement de cette région qui est magnifique d'ailleurs du point de vue de son environnement et du point de vue de son climat. Et voilà, c'est une région qui fait beau vivre. Merci beaucoup. Merci, Maître Valéry. Professeur, si vous avez aussi quelque chose à ajouter avant que nous puissions clôturer l'émission d'aujourd'hui. Non, moi je dis tout simplement que nos hommes politiques puissent transcender leurs divergences pour regarder dans la même direction et mettre en avant l'intérêt suprême de la RD Congo et des RD congolais et congolaises. En particulier ceux du Kivu dans sa globalité, qui ont souffert et qui souffrent depuis plus de 30 ans. Cela appelle aussi à avoir une armée républicaine vraiment forte. Tant que nous n'aurons pas une force de défense qui a forte, solide, comme ce fut le cas à une certaine époque, nous serons toujours les proies justement de la prédation de notre voisin, le Rwanda. Donc il y a cette nécessité d'avoir une armée forte et des hommes politiques conscients et responsables. Et puis un peuple aussi responsable qui prend sa part effective dans la résolution de cette méga crise qui frappe notre pays. Absolument. Merci, professeur. Merci. Je vais redonner la parole au Père Jean-Pierre. Et voilà, merci beaucoup, Patricia. Merci à nos invités d'aujourd'hui, Abbé Alain Joseph Lomanja. Merci à notre invité, M. Jean-Jacques Lumumba, d'avoir accepté et d'avoir été aussi patient pour rester encore jusqu'à cette heure ici pour l'émission. Merci à celui que nous considérons aussi comme notre spécialiste juridique du dialogue avec, Maître Valéry Toili, qui est toujours disponible pour nous accompagner. En tout cas, c'était un grand plaisir aussi d'être avec ces grands membres du dialogue avec, donc le professeur Alfred Chango. Et l'autre membre, Yves, n'a pas pu être avec nous en dernière minute. Il a eu une réunion en ligne et je crois qu'il n'a pas fini, sinon il allait aussi être avec nous ce soir. Nous remercions tous ceux qui nous ont suivis. Et pour l'intérêt de la République démocratique du Congo, essayons d'être ensemble et éviter, comme on a écouté parmi nos intervenants, nous avons besoin
d'être ensemble pour protéger notre pays. Il faut éviter vraiment d'avoir plusieurs fronts à la fois, les fronts extérieurs et les fronts internes. Donc, il faut savoir apaiser la situation du pays, hein, puisque quand il y a plusieurs feux, c'est difficile de les éteindre au même instant. Donc, merci beaucoup pour cet échange. C'était quand même intéressant pour nous. Pour aimer notre pays, nous devons nous dépasser. Je vois que c'est ressorti de plusieurs points de vue aujourd'hui, puisque si le Congo, on dit qu'attaqué de l'extérieur et à l'intérieur, il y a encore plusieurs fronts, que ce soit avec les partis politiques, avec la société civile, avec les journalistes, on allume plusieurs fronts, ça sera difficile de s'unir pour sauvegarder l'unité du pays. Alors, merci beaucoup pour cet échange et cette émission. Vous allez le retrouver encore demain en rediffusion et on espère aussi que nous allons nous retrouver vendredi prochain pour notre édition. Un grand merci à nos téléspectateurs qui restent toujours fidèles à nos émissions. Et n'hésitez pas aussi à communiquer à vos amis et connaissances notre chaîne YouTube pour vous abonner afin de ne rien rater. Encore une fois, merci aussi à Patricia d'avoir conduit cette émission aujourd'hui et nous allons nous retrouver prochainement avec le même plaisir pour partager le moment ensemble de dialogue avec. Au revoir et à très bientôt. On se retrouve prochainement. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. À bientôt.